Merci de nous rejoindre pour ces rendez-vous du Repreneuriat. Je vous invite à découvrir le lauréat du prix Repreneuriat Innovant 2021, Fabien Sarrazin. Alors, je suis particulièrement heureux. Merci Georges, un petit clin d'œil, que ça me permet de présenter Fabien, avec lequel on a une longue histoire, puisque nous avons fait ensemble la formation CRA, ce qui, au demeurant, ne te rajeunit pas. Ouais, c'est pas faux. Bien d'accord, hein ? C'est pas faux. D'accord. Bon, pour remettre ce prix, je vous laisse vous présenter. Merci Miguel. Je suis Alain Guinel, je représente le groupe AG2R La Mondiale. Donc le groupe AG2R La Mondiale est partenaire du CRA et des trophées du Repreneuriat depuis 1 an maintenant. Et je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui être à cette remise de trophées. Juste quelques mots pour vous dire pourquoi le groupe AG2R La Mondiale s'intéresse au contexte de la transmission d'entreprise, que ce soit la cession ou la reprise. C'est que nous avons développé toute une méthodologie pour accompagner les chefs d'entreprise afin de leur montrer les différentes interactions entre leur patrimoine personnel, professionnel, leur patrimoine social, c'est-à-dire tous les droits sociaux qu'ils ont acquis grâce aux cotisations sociales qu'ils ont versées tout au long de leur vie. Et nous accompagnons donc les cédants, souvent aux côtés des professions de conseil réglementées, que sont les avocats, les notaires et les experts comptables, et bien sûr aux côtés du CRA. Et en ce qui concerne les repreneurs, nous sommes également à leur côté pour co-construire finalement leur nouveau modèle de protection sociale et patrimoniale lorsqu'ils ont repris une entreprise et qu'ils sont donc dans une nouvelle situation et avec un nouveau statut. Voilà. Alors, ce qu'on a bien compris, c'est que AG2R La Mondiale, côte à côte avec les repreneurs du CRA. Donc, n'hésitez pas, repreneurs, consultez-les. Monsieur, voilà où j'en suis, qu'est-ce qu'on doit faire ? On n'arrête pas de vous le dire. Donc, n'hésitez pas. J'ai bien compris ? C'est bien ça, Miguel. Parfait. Un grand merci pour votre recommandation. Je vais donc maintenant vous remettre le prix, Monsieur Sarrazin. Merci. Alors, compte tenu des conditions, je vous le remets plutôt symboliquement en vous le mettant face à vous. Merci beaucoup. Et je vais aussi vous dire quelques mots pour vous dire pourquoi finalement votre candidature a été retenue pour recevoir ce prix du Repreneuriat Innovant. Sachant que on va parler avec Miguel ensuite de votre entreprise plus en détail. Bien sûr. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on parle d'innovation, on pense tout de suite et très souvent à innovation technologique. Et c'est bien évidemment le cas de votre entreprise, puisque vous avez développé de nouvelles solutions, notamment de gestion des temps de parcours sur les autoroutes. Mais ce qui était frappant dans votre dossier, c'était qu'il y avait d'autres aspects qui pouvaient être reliés à l'innovation, notamment des nouveautés. Et je vais en citer 2. La découverte de nouveaux marchés géographiques que vous avez souhaité, réaliser, que ce soit un peu plus loin en Europe ou vers des zones comme l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique du Sud. Et la deuxième chose, c'est la volonté de diversification vers de nouveaux secteurs potentiellement utilisateurs de vos technologies. Je citerai juste 2 secteurs, le secteur pétrolier et gazier, et tout l'environnement des objets connectés, notamment en milieu urbain, ce qu'on appelle c'est le concept de Smart City. Et en fait, dans l'analyse que nous avons faite, c'est le triptyque découverte, innovation, diversification qui nous a conduit à considérer que vous méritiez ce prix. Merci. Alors là, je dirais, le pauvre Fabien, il est effondré. Il m'a vu tout à l'heure, il m'a dit, Miguel, tu crois que c'est sur le physique qu'ils ont remis le prix ? Non, c'est juste sur la qualité et l'entreprise. Alors c'est terrible, mais tu vas t'en remettre, ça y est. Je vais m'en remettre, oui. Tu vas te faire à l'idée. Ouais. Bon, écoute, il serait peut-être temps que tu nous décrives un petit peu cette entreprise. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, formation pour la reprise, les 100 jours. Ouais. Voilà. J'allais signer. Et j'allais signer. Et il allait signer. Donc, allez, décris-nous cette entreprise. J'ai repris l'entreprise qui s'appelle Maîtrise Technologique. C'est une entreprise qui a 30 ans,
Elle a eu 30 ans il y a 18 mois, que j'ai racheté à ses 3 fondateurs. Donc on en parlera tout à l'heure peut-être, mais c'est une complexité complémentaire dans la reprise, d'avoir 3 cédants en face de soi. Donc maîtrise technologique, on travaille dans le métier de la route, et notre spécialité, c'est les réseaux d'appel d'urgence. On est, depuis 30 ans, acteur de la sécurité routière. Donc, vous connaissez nos produits, hein, c'est les petites bornes oranges qu'il y a sur les bords de la route. Ça se limite pas aux bornes oranges. Nous, on offre un service bout en bout, de la borne qu'on intègre chez nous dans nos ateliers, jusqu'à la livraison de l'appel dans les centres d'exploitation des concessionnaires autoroutiers, en France et en Europe, comme vous le disiez. Donc, maîtrise technologique conçoit, intègre dans ses locaux, développe toute la partie logiciel embarqué et installe aussi ses produits le long des routes en France et fait appel parfois à d'autres entreprises intégrateurs pour les installations. On a aussi un métier de maintenance qui représente à peu près un gros tiers de notre chiffre d'affaires quand la partie conception et développement des produits et vente des produits de réseau d'appel d'urgence représente à peu près les 2 tiers de notre chiffre d'affaires. Mais Fabien, j'ai bien compris, on a parlé d'innovation, mais quel est ton parcours professionnel ? Alors moi j'ai repris une société et je suis rentré dans l'entrepreneuriat par volonté, mais j'ai passé près de 20 ans chez un opérateur de téléphonie mobile. Que je peux citer, hein, c'est Bouygues Telecom. J'ai appris plein de choses dans ce beau et grand groupe. C'est aussi en apprenant pendant toutes ces années et en partant d'ingénieur, en sortant d'école d'ingénieur pour faire des déploiements de réseaux mobiles, jusqu'à la direction d'une région chez Bouygues Telecom. C'est grâce à ces années-là que j'ai aussi franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui est, quand on est salarié pendant un certain nombre d'années, n'est pas toujours très simple à faire, mais c'est toujours passionnant, quoi. Alors, ce qui veut dire que, pour nos repreneurs, c'est vrai que quand on est issu de ce métier, et vous le verrez plus tard, hein, c'est quand même une force. C'est une très grande force, je pense que... Est-ce que ça a été, on verra plus tard, en quel moment ça a pu être très utile, et comment tu as pu convaincre peut-être tes amis banquiers de financer. Alors, comment tu as trouvé cette affaire ? Alors en fait, l'histoire avec maîtrise technologique, c'est une histoire aussi avec le CERA. Parce que Georges, je te remercie Miguel d'avoir à la débeauté remplacé à Georges qui est pas en forme, qui a pas pu se joindre à nous là dans cette période-là. Mais en fait, Georges qui est délégué du CERA à Aix-Marseille, je discutais avec lui sur un autre projet, sur une autre session, et donc j'étais en train de travailler sur un autre projet avec lui, et un jour il me dit, je vais le voir pour parler de ce sujet-là, et un jour il me dit, je viens de croiser un cédant là, sur une activité, ça ressemble un peu à ce que tu as pu faire dans ta vie pro, ça doit t'intéresser, il faudra qu'on en reparle. Et donc comme j'étais sur l'autre projet à fond, j'ai même pas écouté ce qu'il me disait ce jour-là. Et quelques mois plus tard, en fait, j'ai eu la chance avec Georges de pouvoir rencontrer les 3 cédants de maîtrise technologique. Et donc, quelque part, c'est une vraie histoire du CERA, cette reprise, parce que moi, j'étais dans le groupe de repreneurs du CERA sur Aix-Marseille. Et donc, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu sourcer cette boîte pour la reprendre après. Et un petit mot sur ces groupes de repreneurs, là, ça t'a aidé, vous êtes soutenu, vous êtes encouragé ? Exactement, en fait. Moi, j'invite tous les repreneurs ou tous ceux qui sont en phase de reprise à trouver des pairs pour échanger, partager. Parce que la reprise d'entreprise, là on en parle, hein, moi ça fait 4 ans, ça se passe bien, on a réussi à avancer, à développer la structure, mais avant, c'est un vrai projet. C'est souvent un projet de vie d'ailleurs, hein, parce que quand on décide de faire ça, quand on était salarié pendant un certain nombre d'années, c'est un vrai projet de vie. Et donc c'est un peu, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, la reprise d'entreprise. Donc avoir des pairs pour discuter, pour se donner les bons tuyaux, pour savoir quels sont les intermédiaires dans la zone géographique qui peuvent avoir un dossier dans la branche qui t'intéresse, c'est toujours important. Et je pense que le partage dans ces clubs de repreneurs, c'est vraiment quelque chose, un plus dans la démarche de reprise.
Très bien, très bien. Mais alors, si je comprends bien, tu étais dans une région, tu t'es déplacé dans une région où il paraît qu'il faut avoir une cravate à pois et des chaussures bicolores. C'est ça? En fait, alors moi je suis arrivé dans le sud-est de la France par mon ancien job 18 mois avant de quitter Bouygues Télécom. Là, et donc j'avais pas forcément de réseau. Et effectivement, quand je me suis lancé dans la reprise d'entreprise, le Var, c'était pas forcément le département où j'allais chercher en premier une société. Et puis il se trouve que par hasard, on fait des rencontres et on tombe sur des pépites comme ça dans un marché de niche. Et voilà, quoi, je me suis mis dans les, j'ai tendance à dire avec humilité, dans les pantoufles de Mécédon pour essayer de faire évoluer et accélérer cette société dans le Var. Alors tout à l'heure, tu nous as dit, finalement, c'est un projet de vie. Ça, c'est très bien. Mais il faut dire aussi à nos futurs repreneurs qu'ils vont être entrepreneurs. Et là, c'est un changement de monde. Ah oui, complètement. On intègre un autre monde. Oui. On est d'accord? Il y a une différence entre la vie de l'entrepreneur et la vie du salarié? Alors, en fait, pour moi, la vraie différence, c'est qu'en fait, l'entrepreneur, il a une charge mentale qui s'arrête jamais, en fait. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en tout cas moi c'est comme ça que je peux le vivre aujourd'hui, tout se passe bien, j'ai des équipes qui ont cru au projet que je voulais pousser, elles sont restées avec nous, elles sont restées au sein de la boîte, et on a intégré des nouveaux collaborateurs, mais en fait on pense 24/24, 7/7 à ce projet, et c'est vrai que l'entrepreneur, il se doit de pousser. Dans une PME, en plus, moi je venais d'un grand groupe, j'ai repris une boîte, on était une quinzaine de collaborateurs. L'entrepreneur, il se doit de pousser, et puis quand il a une idée, en fait, on se retrousse les manches, et au quotidien, on passe du sujet de comment on va faire le ménage parce que la femme de ménage a le Covid et elle peut pas venir, à comment je développe ma nouvelle techno et comment j'intègre ça dans mes produits. Enfin voilà, donc c'est passionnant, mais effectivement, on est un peu l'homme orchestre aussi. En fait, on joue de plusieurs instruments tout le temps, en même temps. En fait, tu as devancé ma question. Mais je vais quand même te la reposer. Ouais. Mais alors, comment ça se passe le quotidien, à part faire le ménage, j'ai compris. Et d'ailleurs, ta femme, t'as un petit message. Hein, ouais, c'est ça. N'oublie pas à la rentrée. Ouais, sauf qu'à la maison, j'y suis un peu moins souvent que dans les locaux. Non, mais le quotidien, ça se passe bien. Moi, comme vous le disiez, quand j'ai repris l'entreprise, j'avais en tête de faire perdurer cette activité, de continuer à travailler avec nos clients historiques, mais aussi d'essayer d'apporter quelques touches nouvelles. Et c'est là où le projet il est important d'être bâti dès le départ. Et donc j'avais pour idée, moi venant des télécoms, étant plutôt un homme de réseau mobile, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut apporter des nouveaux services. Donc on est parti sur apporter de la techno basée sur du Bluetooth, des trucs que tout le monde connaît, qu'on intègre dans nos systèmes de réseau d'appel d'urgence pour faire du temps de parcours. Donc ça, c'est des choses qu'on a développées. Tout le monde de l'Internet des objets est pas encore, et même encore aujourd'hui, n'est pas encore complètement développé dans le monde de la route. Et donc on a voulu couper nos réseaux d'appel d'urgence avec des réseaux privés pour faire de l'Internet des objets le long de nos voies. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, qui nous a occupés pendant les 2 premières années pour venir développer, intégrer et puis commencer à commercialiser ces nouveaux systèmes auprès de nos clients existants et puis auprès de nouveaux clients ou de futurs clients. Et donc ces aspects techno, elles nous donnent une longueur d'avance aujourd'hui sur la concurrence, parce que c'est ce qui nous permet d'être crédibles même à l'étranger. Quand on a découvert que ce marché de niche français, il existait dans de nombreux pays en Europe, mais aussi partout dans le monde, on s'est dit, tiens, on irait bien en Asie du Sud-Est, on irait bien en Inde, on irait bien en Amérique du Sud pour voir comment on peut s'intégrer et rentrer sur ces marchés-là. Et ces briques de services complémentaires qu'on a ajoutées dans notre service socle de base nous rendent crédibles, en fait.
Et c'est ce qui nous permet d'avoir une oreille attentive de prospects qui ont déjà des fournisseurs. Il y a des fournisseurs locaux qui sont bien moins chers que nous. Nous, on a fait le choix en plus de maintenir cette production en France, aussi bien sur l'électronique. Alors, on fait importer des petits composants, et ça nous pose quelques soucis aujourd'hui, mais c'est les cartes, elles sont frappées en France. Les logiciels, c'est chez nous. En fait, voilà. Donc ça, c'est une vraie volonté j'ai eue et qu'on a conservée au sein de la structure de continuer de fabriquer ici. Et donc, malgré ça, on arrive à être crédible et à être compétitif sur des marchés où, effectivement, on pensait que le prix serait un driver bien plus compliqué que ça n'est aujourd'hui. En fait, c'est ce que tu dis là. Ça nous touche, nous, les délégués du CERA, puisqu'en fait, la vocation de cette association, quand elle a été créée il y a 30 ans, c'était le maintien du savoir-faire en France et le maintien des emplois en France. Donc là, c'est, à mon avis, la plus belle des réussites, ce prix est doublement mérité, puisque tout reste en France. Et en plus, on verra la question suivante, ou celle d'après, comment, avec ces problèmes de Covid, tu m'as modifié un petit peu ce marché. Aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que tu as payé cette entreprise le juste prix ? Ça c'est une bonne question. Merci. Merci. Non, parce qu'en fait, la question du prix, en fait, c'est comment dire ? C'est une question qui est quand on est cédant ou quand on est repreneur, la valeur de l'entreprise, elle n'est pas forcément au même niveau. Et donc, moi, la discussion, elle a duré plus d'1 an. C'est-à-dire qu'entre le premier rendez-vous avec Georges, c'était en février 2016, et on a signé le closing en avril 2017. Donc en fait, ça a duré 14 mois. Et la discussion, elle a été essentiellement sur comment on arrive à trouver un niveau de valeur sur lesquels les deux parties peuvent s'accorder, quoi. Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, ça a été très 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 vite. Et aujourd'hui, de toute façon, alors quand on se lance dans la reprise, il y a toujours, et on va quand même un peu dans l'inconnu. Il y a des choses qu'on connaît pas quand on rentre dans la structure, quand on signe une reprise. Et il y a des gens, moi, il y a des collaborateurs que je connaissais pas. Et donc, on se dit, est-ce qu'il y a une part de risque quand on fait de la reprise d'entreprise ? Nécessairement. Mais aujourd'hui, oui, en fait, je peux dire 4 ans plus tard, oui, le prix, il est tout à fait correct. J'ai hérité d'une entreprise qui était gérée en bon père de famille. On a su la développer. Et avec l'ensemble de l'équipe aujourd'hui, on arrive à pousser les sujets qui nous permettent d'être crédibles et de continuer à développer cette structure. Donc, oui, je pense que je l'ai payé un prix, le bon prix, un prix juste. Après, on fait des montages financiers après pour pouvoir assumer le tout. Et il faut qu'on continue de bosser. Moi, la dette qu'on lève, elle est toujours là. Et il reste encore 3 ans pour moi. Pour l'instant, tout va bien. Bon, très bien. Alors, je voudrais que tu nous expliques, on parle souvent de crise Covid, évidemment, crise, ouais. C'est terrible ça. Mais toi, j'ai cru comprendre que en fait, cette crise, tu l'avais subie, mais elle t'avait boosté. Oui, alors, en fait, quand ça a débarqué, c'est quand même... personne s'y attendait, je pense. Le 17 mars l'année dernière, on a tous été quand même... on a tous été un peu sous le choc. On s'est même posé la question de savoir est-ce qu'on allait pouvoir continuer de travailler. Parce que c'est la vraie question. Le 17 mars, la question c'est est-ce qu'on peut continuer de travailler. Et donc, on a réussi à continuer de travailler pour nos clients à l'expo en Europe. En France, beaucoup de choses sont arrêtées. Et puis, j'ai tendance à dire que la crise, j'aime bien la vision. Alors, j'aime bien la vision chinoise de la crise, avec 2 idéogrammes qui sont risque et opportunité. Et donc, en fait, effectivement, il y a plein de risques quand on est en crise, mais aussi, ça doit être le moment où il faut qu'on regarde quelles opportunités on peut aller saisir. Et en fait, la période
de crise, elle nous a obligés aussi à nous dire, voilà, moi ça faisait 3 ans que j'avais racheté, ça faisait 3 ans que j'avais pour idée de faire un pas de côté pour aller chercher d'autres secteurs d'activité et pour développer nos systèmes, les miniaturiser et les faire rentrer dans un autre marché. Et on a profité de l'année 2020 pour recruter un commercial, packager une offre et démarrer des rendez-vous avec des prospects, avec des gens qu'on connaissait dans l'industrie pour dire, voilà, nous, on propose ce type de produit, ce type de service, adossé toujours à la sécurité de la personne. Et est-ce que ces choses-là, c'est des choses qui peuvent vous intéresser? Comment les faire? Le packaging n'était pas complètement arrêté. Et donc, on a profité de cette année pour travailler à ça. Et, donc, travailler à l'export. J'ai bien compris ce que tu travailler à l'export, en 2020, on a beaucoup travaillé aussi. Et puis, travailler sur le changement de secteur pour passer du monde de la route au monde de l'industrie. Très bien. C'était passionnant, hein? Absolument. Je vous laisse conclure. Eh bien, merci Miguel. En conclusion, moi, et après avoir entendu tout ce que dit Monsieur Sarrazin, j'ai envie de souligner finalement les 3 qualités qu'il a montrées et qui font que cette reprise est une réussite. L'esprit d'initiative et de décision, que ça soit au moment du choix de l'entreprise ou, je dirais, après, pour les premières décisions prises une fois la reprise effectuée. La lucidité sur les enjeux. Là, on a parlé de la diversification, de la découverte de nouveaux marchés. Et enfin, la capacité à organiser et à fédérer son équipe et à obtenir son adhésion à son projet. Ce qui fait que l'innovation n'est pas quelque chose qu'on peut réussir tout seul. On a besoin du soutien de tous les autres. Et je pense que c'en est une très belle démonstration. Donc, encore bravo et merci. Merci beaucoup. Moi, je dirais, pour conclure, aux 220 parrains du CRA, je vous transmets à la fin par un mail le numéro perso de Fabien. Si vous êtes en panne sur l'autoroute, vous n'hésitez pas. C'est ça. Merci.